dirais que l'essentiel, c'est l'envie. Ce sujet, il doit vous parler. C'est un sujet que vous aimez, que vous avez envie de traiter et que vous avez envie de partager. Il faut que ce soit votre sujet. C'est vous qui le trouvez. Il faut qu'il vous parle, il faut qu'il ait du sens pour vous et pour la profession. Je pense que c'est l'essentiel. Je pense qu'on fait bien ce qu'on aime. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère vous trouver en grande forme aujourd'hui car je suis avec une invitée spéciale, Céline Mansancal. Je la présente vite fait avant de lui donner la parole. Céline, c'est une professeure agrégée depuis de nombreuses années qui est spécialisée en DCG, DSCG à l'occasion de la sortie du programme de formation DSCG UE7 Mémoire dont Céline est mentor sur la plateforme Les Geeks des Chiffres. Eh bien on a décidé de vous faire une masterclass pour que vous puissiez avoir bien la synthèse de ce que vous devez faire pour réussir cette matière, mais pas la réussir un petit peu, avoir la bonne méthodologie pour la réussir de A à Z, et que pour cette épreuve de mémoire, et tu me contrediras ou pas ma chère Céline, eh bien elle peut être d'un grand secours pour le monde pro, pour sa culture perso, mais aussi pour compenser quelques petites UE parfois un peu difficiles. Sur ce, eh bien, je vous dis, on attaque, c'est parti! Salut Céline! Salut Nicolas. Très heureux de t'avoir ici. Moi aussi, je suis content d'être là. Alors, ma chère Céline, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi j'ai déjà commencé un petit truc, est-ce que tu peux te présenter pour les internautes qui nous regardent? Donc, je suis Céline Mansancal, je suis prof, comme tu l'as dit, de DCG, DSCG depuis longtemps. J'ai commencé le DCG, à l'époque, ça s'appelait le DPECF, et puis le DECF, donc dans les années 90. Et du coup, j'ai pas beaucoup bougé puisque je suis restée en DCG et en DSCG. Voilà, j'enseigne les UE juridiques, management, contrôle de gestion et l'UE7 de DSCG, le mémoire professionnel. Donc, dans cette vidéo, eh bien, on va essayer d'avoir une espèce de trame un peu générale pour des étudiants qui vont entreprendre le mémoire, tu vois, peut-être qui viennent de DCG, souvent, et puis pourquoi pas ceux qui viennent d'autres cursus, qui pourraient se dire, tiens, si cette UE que j'ai en dispense, si je prends l'exemple Master CCA, eh bien, pourquoi pas, je peux enlever la dispense pour aller chercher une note honorable. Est-ce que déjà, tu peux expliquer un peu c'est quoi le mémoire? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a dedans, de manière générale, pour avoir déjà une synthèse globale? Alors, le mémoire, c'est un gros travail de réflexion qui est composé d'une partie écrite et d'une partie orale. Cette partie écrite mobilise beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, beaucoup de lecture. Donc c'est un grand travail de lecture et de synthèse et qui suppose de mobiliser pour les candidats de la méthodologie spécifique, donc qui est prévue par le programme de DSCG, la méthode de recherche avec donc des choix de paradigmes, des choses comme ça qu'on a expliqué justement dans les cours, de manière à ce que cette terminologie scientifique, propre aux sciences de gestion et à la méthodologie, soit impérativement mobilisée par les candidats. Donc il y a un vrai travail d'appropriation des codes de l'épreuve, donc point par point sur la partie qu'on appelle revue de littérature et sur la partie donc confirmation, en tout cas confrontation de cette littérature avec ce que peuvent nous répondre des professionnels, des experts comptables, des auditeurs, enfin des personnes des RH, voilà, donc sur la partie terrain, avec une obligation d'exploiter les données collectées et de les restituer sous la forme de résultats, d'interprétation, d'analyse, de manière à pouvoir ensuite rentrer dans une approche préconisation, d'être capable de faire des propositions concrètes, construites, argumentées, pour apporter donc des solutions à une problématique qui aura été soulevée par le candidat et qui l'a amené à faire ce travail. Justement, mémoire, donc il y a deux manières de pouvoir le réussir. Donc il y a la partie écrite, comme tu le dis, et la partie soutenance. Toi, tu es jury aussi de cette UE. Oui. On en parlera un petit peu à la fin de cet échange. Sur la partie rédactionnelle, qu'est-ce qu'on doit faire au début? Déjà, j'imagine qu'il faut qu'on trouve un sujet. Il faut trouver un sujet. Comment on sait que c'est le bon? Quel est le sujet qu'on doit trouver? Qu'est-ce qui va faire que c'est un bon ou un mauvais sujet? Déjà, commençons par cette première entrée en la matière. Alors, je pense déjà qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet. Déjà, si c'est quelque chose il faut impérativement que ce soit en lien avec l'expérience professionnelle. Et ça, c'est le gros point de départ. Il faut qu'on ait une expérience professionnelle qui amène au sujet. On ne peut donc pas choisir un sujet qui nous intéresse en soi, dans l'absolu. Il faut toujours le rapprocher à une expérience professionnelle. Donc ça, c'est fondamental, c'est une exigence. Et c'est pour ça qu'on demande l'avis du tuteur, donc du supérieur hiérarchique, du maître de stage ou je ne sais pas, d'un manager, qui va attester que l'expérience professionnelle de la personne qui présente son mémoire permet bien de développer ce sujet. Et donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite,
Un bon sujet, c'est un sujet qui existe dans la profession, mais qui existe aussi dans la littérature. C'est-à-dire qui a été développé, pas forcément tous ses aspects, mais dans certains de ses aspects, par des auteurs qui ont écrit des articles, qui ont écrit des ouvrages sur ce sujet. Et quand je dis ça, ce sont des articles de référence qu'on appelle académiques. Donc il ne s'agit pas d'un article paru dans le Figaro, dans Le Monde, ou je ne sais pas où. C'est un article écrit par des professeurs. Et quand je dis des professeurs, c'est des professeurs plutôt d'université, des enseignants-chercheurs. Donc des personnes qui consacrent une grande partie de leur activité professionnelle à réfléchir, à analyser, à confronter des théories qui vont permettre d'avoir une réflexion intellectuelle exclusivement, quasiment théorique sur le sujet qu'on a envie de présenter, enfin que le candidat a envie de présenter. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas être trop innovant en fait, dans l'approche, peut-être dans l'approche oui, mais dans le sujet qu'on doit traiter. Innovant au point où ce sujet n'a jamais été traité par un auteur, c'est qu'on ne pourra pas le traiter, parce qu'il n'y a pas de base de littéraire. Donc il faut impérativement qu'il y ait et une expérience professionnelle et un existant sur au moins une partie des concepts. Donc ça veut dire que, en fait, pour un étudiant qui rentre en DSCG, forcément qu'il faut qu'il trouve une expérience pro, donc ça peut être le stage ou alors ça peut être une alternance directement. Il a tout intérêt à chercher un endroit dans lequel il va pouvoir exploiter son potentiel, mais aussi quelque chose sur le terrain à se mettre sous la dent. Il faut que le terrain soit une source effectivement riche, alors soit par rapport à des missions, par rapport à des outils, par rapport à un management, puisqu'en fait, on a plusieurs champs disciplinaires possibles. On peut en cocher 2, mais ça peut être un des champs gestion de projet, ça peut être de la RH, de la FISCA, ça peut être de la compta, ça peut être de l'audit, ça peut être de la stratégie, de la gouvernance. Donc, il y a beaucoup de champs possibles. Ça veut dire qu'on peut se positionner à différents degrés dans l'organisation et dans différentes thématiques. Donc, on a normalement beaucoup de possibilités. C'est vrai que comme le programme de DSCG, il est assez... il est dense, il est vaste. Donc, on peut aller piocher des éléments pour le mettre en lien avec l'expérience pro. Donc, en fait, on a quand même un beau terrain de jeu, quoi. Complètement. On a vraiment un grand terrain de jeu. On peut très bien être sur des outils. Par exemple, je ne sais pas, on a des mémoires, par exemple, sur la robotique, sur le numérique, l'intelligence artificielle. C'est des sujets qu'on trouve là, donc qui sont complètement en rapport avec la profession et avec des outils auxquels sont confrontés les candidats. Là, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a fait une proposition sur un sujet en quoi donc les outils de digitalisation pouvaient modifier ou impacter la relation client et du coup, comment. Et effectivement, la relation client, c'est du quotidien. Et en même temps, effectivement, la digitalisation, c'est, je pense, aussi le quotidien des professionnels, de l'expertise. Carrément. Et les deux, mais effectivement, ça interroge. Ça interroge. Et par exemple, sur la digitalisation et la relation client, il y a une littérature extrêmement dense. Donc ça veut dire qu'il y a cette expérience pro que tu dis qui doit exister. Fondamentalement. OK. Et puis, une fois qu'on a ça, on va aller flairer un espèce de semblant de sujet sur lequel on peut s'appuyer sur l'expérience pro, mais aussi qui nous parle. Et après, on va aller essayer de voir si, dans la littérature, il existe. Exactement. Ça Comment veut dire qu'on peut trouver un sujet. Donc, on peut par exemple avoir un problème avec ses clients. Par exemple, un problème de relation des clients, par exemple, qui ne répondent pas ou je ne sais pas, ou une insuffisance de relation client. Ça peut être donc on peut le constater parce qu'au cabinet, on peut avoir des clients qui tardent à répondre aux sollicitations, donc il nous faut prendre du retard dans les travaux à accomplir, des choses comme ça. Donc ça, c'est un potentiel sujet. Il faut le transformer parce que ça, c'est le côté pratique et il faut passer dans un domaine conceptuel. Il faut, derrière ces notions-là, y mettre des concepts. Donc, il y a le concept de relation client. Mais il y a aussi le concept de RST du temps. Et en fait, la problématique, peut-être ici, où le sujet, ça serait un problème de la relation client et la maîtrise du temps, par exemple, par l'expert comptable, par le professionnel. Des choses comme ça. Donc, il faut arriver à sortir d'un sujet des concepts que ensuite on pourra associer. Et il faut s'assurer par de la recherche, en allant par exemple sur Google Scholar et en tapant les mots-clés, on va s'assurer qu'on trouve effectivement des articles ou pourquoi pas des mémoires, des thèses qui ont exploré ces sujets-là. Alors, soit les différents mots-clés, soit les mots-clés séparément. Et au fur et à mesure qu'on va chercher, on va s'apercevoir que certains de ces mots-clés sont connectés. Ou alors, il faut faire des recherches, comme d'ailleurs on va le retrouver dans le cours, sur justement la recherche d'informations. Quelles requêtes on peut faire en connectant quel terme ou en excluant quel terme, de manière à trouver des articles qui, effectivement, ont réfléchi sur la connexion entre certains concepts. On a validé. Donc, il y a le sujet, l'expérience pro, la revue, donc Google Scholar, c'est une des sources. C'est une des. En fait, en tout cas, quand on veut commencer à chercher, Google Scholar est un moteur qui permet vraiment de trouver rapidement de nombreuses revues de littérature et on trouve généralement des références qui vont en renvoyer sur Kern. Et Kern, normalement, quand on a une référence dans Kern,
normalement, c'est qu'elle est valable. Ça, c'est une garantie de validité de la qualité de la référence parce qu'elle est sur Kern et qu'on sait qu'on est dans un univers donc de référencement, d'articles, d'ouvrages d'un haut niveau. Maintenant qu'on a fait ça, c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'est problématiser. C'est poser cette fameuse question. Donc, on a trouvé un sujet, des mots-clés. Il faut transformer ça en une problématique, donc en une seule et unique question. Il faut juste une question, pas deux questions, pas trois questions, une seule question. Et il faut arriver à combiner ces mots-clés, ces concepts les uns par rapport aux autres pour formuler une question qui commencera par dans quelle mesure, en quoi. Et il faut forcément qu'il y ait de la complexité. Il n'y a pas de problématique simple. Si la problématique est simple, eh bien c'est que ce n'est pas une problématique. Mais il faut qu'elle soit assez sophistiquée et en même temps, si elle l'est trop au point où on ne peut pas répondre, c'est que ce n'est pas non plus une problématique. En tout cas, elle n'est pas pour nous. Donc il faut arriver à poser une question qui combine pratiquement les 5 mots-clés qu'on est censé tirer de nos recherches. Ça, j'imagine que pour les étudiants ou les personnes qui ne sont pas habituées à cet exercice, c'est déjà une première grosse friction. Oui. Comment ils arrivent à se déligoter de ce problème-là, cette problématique du coup? En fait, il faut toujours se poser des questions. Il faut toujours se dire, il faut accepter l'inconfort. Et donc, il faut accepter de sortir de sa zone de confort. C'est la première fois, je pense que dans le parcours DCG, DSCG, c'est la seule épreuve qui nous met autant dans l'inconfort. Parce qu'en fait, on doit poser nous-mêmes un problème avec des contraintes, l'expérience et la revue de littérature, avec une méthodologie de recherche, donc on n'est pas libre. Donc, il faut rester dans l'exercice. Et en même temps, il nous faut donc un certain sujet, une certaine complexité et arriver à le formuler. Et donc ça, effectivement, il faut accepter de douter, de ne pas trouver tout de suite. Donc il faut du temps et il faut laisser du temps. Le cerveau, même si parfois on a l'impression de ne pas trouver, de ne pas bien connecter, il faut faire plein de phrases, associer les mots les uns. Ah, ça ne marche pas dans ce sens-là, on inverse la phrase, on inverse les mots, on bascule les choses pour les regarder différemment. Et souvent, quand on les regarde différemment, eh bien, ça fait une phrase correcte, ça fait une jolie problématique. Après, il y a un truc qui est pas mal, c'est ChatGPT. C'était là, c'était dans ma tête. Je le sentais bien. Je me disais bien que je le voyais là quelque part. Incroyable. ChatGPT, c'est pas l'idée, c'est pas de demander la problématique à ChatGPT, mais c'est de lui proposer des problématiques ou lui proposer comment est-ce que je pourrais reformuler cette question-là. Et étonnamment, je sais pas si je dois dire étonnamment, il peut proposer des formulations vraiment pas mal, hyper efficaces. Donc, mais il faut lui donner à manger, il faut lui apporter la matière et lui formuler la bonne question pour qu'il nous propose une combinaison plus harmonieuse entre les termes qu'on veut aborder. Mais ces termes, il a donc fallu les trouver. Alors, et souvent, il faut commencer bien sûr par un ou deux mots-clés, et c'est en lisant des articles ou des ouvrages qu'on va voir apparaître les choses. Il faut aussi se poser des questions classiques, le fameux QQ-QCP. Qui, quoi, où, comment, pourquoi, etc. Et à force de se poser des questions, effectivement, il y a des choses qui vont arriver. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le DSCG, donc c'est un master qui se passe traditionnellement en 2 ans. À partir de quel moment on doit commencer son travail sur le mémoire pour qu'on ne puisse pas être à la rue, parce qu'il y a aussi une espèce de fiche d'agrément qui rentre en ligne de compte, comment elle se met en place, etc. Est-ce que tu peux donner un espèce de calendrier idéal? Alors, il faut faire un rétro-planning. Il faut partir des échéances et remonter le temps. Normalement, l'échéance du mémoire, c'est fin août. Là, cette année, c'est le 6 septembre. Donc, 6 septembre, 23h59, les mémoires doivent être déposées sur le site, donc par exemple sur Cyclades. On est en 2023 quand on enregistre cette vidéo. Oui, on est en 2023. Donc, généralement, c'est la première fois, je crois, que c'est aussi tard. D'habitude, c'est plutôt fin août. Donc, normalement, fin août, tout doit être terminé. La notice, donc ce qu'on appelle la fiche d'agrément, elle, normalement, il faut la déposer à peu près mi-avril. Donc, il faut se dire que la date qui va tomber, c'est certainement début avril ou mi-avril. En 2023, c'était donc le 13 avril, qui était cette fameuse date de remise. À partir de là, il faut remonter le temps. Et en fait, généralement, les étudiants le font sur une année scolaire, souvent sur leur 2e année de DSCG. Et donc, du coup, il faut qu'ils s'y mettent tout de suite. Tout de suite. Une fois que les épreuves qui vont avoir lieu en octobre, les épreuves seront terminées, il ne faut pas perdre de temps. Il faut se lancer dans la recherche de son sujet de mémoire et de sa problématique. Tout de suite. Entre guillemets, c'est assez facile quand tu vas découper dans le temps, ça, parce que tu as quelques petits sujets à faire au début. Voilà, il faut que tu te lises, il faut que tu te documentes. Oui. Mais si tu fais tout... début avril, t'es mort, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'on a proposé dans le cours des geeks une proposition de planning avec un découpage, avec à partir de quand je commence ma revue de littérature, au plus tard, quand est-ce que j'ai fini ma problématique, à quelle date au plus tard j'ai fini mon plan,
à quelle date au plus tard. Et la revue de littérature, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'arrête jamais. Par exemple, là, ce matin, j'étais dans l'avion. À un moment donné, j'ai checké sur LinkedIn, un petit post de Xerfi Canal sur un prof des universités qui parlait de chaîne de valeur globale. Est-ce que c'était la crise dans les chaînes de valeur globales? J'ai une étudiante qui fait son mémoire de DSCG sur les conséquences des guerres et des conflits sur les chaînes de valeur. Hop, Trop ouf. partage direct. Hop, à intégrer. Donc la revue de littérature aujourd'hui, on est au mois de juillet, je crois, on doit être le 24 juillet. Eh bien le 24 juillet, cette revue de littérature, elle n'est donc pas achevée, il va falloir qu'elle l'intègre quelque part. Elle n'en a peut-être pas forcément besoin, mais en tout cas, on a un article récent sur son sujet. Bon, alors la revue de littérature, c'est tout le temps. Jusqu'au dernier jour, on ne sait jamais. Et même après, c'est-à-dire que si après avoir réalisé, sachant que la deuxième partie de l'épreuve c'est un oral qui interviendra donc normalement sur le mois de novembre, c'est tout novembre qui va y passer à peu près. Si jamais il y a un article qui sort à ce moment-là, il faudra quand même l'exploiter et le présenter à un moment donné. Voilà, c'est sorti après la date de dépôt. Eh bien, je maintiens ma veille parce qu'en fait, on est sur un travail de veille documentaire permanente. Donc, chose aussi qui est expliquée dans le support de cours qu'on a conçu. Parlons un peu de fiche d'agrément maintenant. C'est quoi ce document? À quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À qui on doit l'envoyer? Alors, la fiche d'agrément qu'on appelle aussi la notice, c'est un document qu'on télécharge sur le site. De toute façon, tout le monde peut bien sûr le télécharger sur le site du SIEC, ça, il n'y a aucun problème. C'est un PDF qui comporte 13 pages et il y a des champs à compléter. Il faut donc compléter chacun des champs. Donc, il y a bien sûr les champs d'identité, donc bien sûr qui ne posent aucun problème à remplir. Il y a toutes les dernières pages qui sont toutes les adresses auxquelles on peut envoyer sa notice pour agrément. Bon, donc généralement, on l'envoie à l'académie dont on dépend, c'est tout. Et puis ensuite, on a donc les fameuses pages que l'on doit compléter où on va présenter son sujet, ses thèmes, ses concepts, la problématique, la bibliographie et le plan détaillé et l'avis du tuteur. Et donc, c'est bien sûr là-dessus que l'enseignant-chercheur va apprécier la notice et va valider ou pas la totalité de la notice. Et donc, il va falloir exposer son sujet en 5 lignes maximum. Les candidats sont limités en nombre de lignes, c'est 5 lignes. On ne peut pas changer la taille de la police, c'est tout formaté. Donc, il faut être synthétique, sachant que dans un sujet, il est toujours important de contextualiser son sujet. Au regard, par exemple, d'une pratique, au regard de statistiques, d'études. En tout cas, il faut toujours le rapprocher pour le légitimer. Ce sujet existe, regardez, il y a telle étude qui est sortie, il y a tel rapport qui est sorti. Voilà, donc ça, c'est un bon sujet, c'est un sujet qui vaut le coup. Ok, ensuite, on explique autour de ce sujet quels sont les concepts qu'on va aborder, qu'on aura obtenus grâce à la revue de littérature notamment. Et on va ensuite formuler la problématique de ce sujet, quel est le problème que je vais vous exposer, qui fasse et qui intègre les 5 concepts qu'on aura soulevés juste au-dessus. Alors, ce travail, il est même intéressant en mode que c'est un peu t'affûtes la hache avant de couper le bois. Exactement. Pour avoir écrit un livre, et toi aussi, si t'as pas un plan détaillé avant de pouvoir rentrer dans l'écriture, t'es mort en fait. Oui. Par contre, c'est un peu frustrant parce que t'as la sensation de parfois de perdre un peu de temps. Tu dis, il faut faire les trucs, 1 plus 1, enfin, grand 1, grand 2, toutes les sous-parties. C'est super chiant. Mais en fait, ce travail de réflexion, après, tu gagnes un temps de fou après dans l'exécution. Un temps incroyable. Et puis, c'est surtout l'occasion d'expliquer très rapidement à l'enseignant-chercheur que ce travail, il va être présenté d'une certaine manière. Et normalement, tout ça, c'est le détail de notre logique, de la réflexion du candidat, qui va être structuré en parties, sous-parties et sous-sous-parties, puisqu'il y a 3 niveaux de titres à faire apparaître. Et l'enseignant-chercheur va bien voir si notre pensée est bien structurée, si on est bien organisé et si on est cohérent. Ce qui fait que une fois que le candidat a posé son plan détaillé, il faut qu'il revienne sur sa problématique. Il faut toujours se reposer la question, est-ce que le plan, en fait, il colle bien avec ma problématique? Et s'il ne colle pas, il faut reformuler sa problématique. Il faut toujours s'assurer de la cohérence parce que parfois notre pensée continue à avancer, nos idées mûrissent et on a oublié en fait que la problématique, on l'avait laissée à un état peut-être antérieur et qu'il faut aussi la faire bouger. Donc il faut toujours s'assurer qu'on a bien tout en cohérence, en synchronisation entre donc la problématique et le plan. Donc du coup, c'est un enseignant-chercheur qui valide ou pas. En fait, le candidat n'a pas la possibilité de le contacter, cet enseignant-chercheur. Alors, il y a son adresse mail qui figure quand même dans la notice. Donc, l'enseignant-chercheur va mettre soit un 5.1, il valide, un 5.2, il valide sous réserve de modification, et un 5.3, il refuse. Même s'il met un 5.1 et qu'il accepte, il peut émettre quand même des commentaires, des conseils. Il faut toujours suivre ce que dit l'enseignant-chercheur. C'est un enseignant-chercheur, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a une culture, qui a une connaissance. Il a un avis motivé, il faut lui faire confiance et donc il faut s'ouvrir à ses propositions. Cet enseignant-chercheur laisse son mail sur l'une des pages de la notice. Pour autant, on ne le contacte pas.
c'est pas bienvenu de contacter, c'est même risqué. Alors parfois, on ne comprend pas, il faut se poser les questions, se demander à d'autres personnes ce qu'il faut comprendre dans les commentaires qui ont pu être faits, mais normalement, on ne s'adresse pas à l'enseignant-chercheur. Il envoie pour validation. Si c'est pas bon, il envoie un 5.3. Il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Il faut tout reprendre, ça veut dire que l'enseignant-chercheur refuse. Alors, il va normalement motiver son refus en disant peut-être que la problématique n'en est pas une, que le sujet n'en est pas un, j'en sais rien. En tout cas, il va refuser, ou il va considérer que le traitement n'est pas du tout adapté à la problématique, et donc il veut qu'on refasse tout. Dans ces cas-là, le candidat a 2 semaines pour renvoyer à la même adresse que précédemment sa nouvelle notice. Et donc, il peut effacer ce 5.3 et récupérer un 5.1 ou un 5.2. Là encore, dans le cours qui est proposé, on propose une explication, une transformation de 5.3 en 5.1. Et même une vidéo qui explique comment comprendre, ou ce qu'on doit comprendre, des modifications ou des préconisations de l'enseignant-chercheur lorsqu'il ne valide pas tout, par exemple. Une fois qu'on a reçu la notice, validée, on est content. Et enfin, c'est une étape qui est passée, qui fait du bien. Et pour passer à la suite, qu'est-ce qui se passe? On rentre directement dans la rédaction? En fait, on devrait déjà être rentré dans la rédaction, même sans avoir attendu le retour de l'enseignant-chercheur. Parce que l'enseignant-chercheur peut mettre du temps à répondre. D'abord parce qu'il a beaucoup de notices à viser, certains ils en ont beaucoup, et donc il y a un temps. Donc certains vont recevoir leur notice quasiment le lendemain ou dans les 2 jours, et il y en a qui vont la recevoir fin juin, c'est-à-dire 2 mois après, ce qui est beaucoup. Chaud. C'est chaud. Et perdre 2 mois, alors c'est difficile dans la tête d'un candidat de se dire, oui mais si jamais, par exemple je le dis à mes étudiants, ils me disent, ah mais si je reçois un 5.3 et tout, j'ai pas envie de tout recommencer. Alors normalement quand on a travaillé sérieusement, il n'y a aucune raison qu'on ait un 5.3. Aucune. Si on respecte les règles, en réalité, il faut cocher des cases, quoi. Exactement. Et puis, il faut se rappeler que l'enseignant-chercheur, il a son propre regard. Moi, je sais, pour avoir des étudiants qui ont envoyé leurs notices à différents enseignants-chercheurs, parce que, par exemple, ils le passent à l'Intec et à l'État, ce sont 2 enseignants-chercheurs qui vont faire un retour. Eh bien, on n'a pas le même retour pour la même production. Ça veut dire qu'il y a une partie qui nous échappe, qui échappe au candidat, qui n'est pas du fait du candidat, mais qui est du fait du regard, de la spécialité, des exigences, des attendus de chacun des enseignants-chercheurs. D'ailleurs, dans une des vidéos, on le dira, on prend toujours de la distance. D'abord, c'est pas pour soi, c'est pour le travail qu'on a envoyé. Et d'un enseignant à l'autre, eh bien, les exigences ne sont pas exactement les mêmes. Certains vont accepter un certain vocabulaire, d'autres vraiment ne l'accepteront pas. On n'y peut rien, il faut faire avec et il faut essayer de corriger pour être à la hauteur de la remarque qui a été faite par l'enseignant-chercheur dans tous les cas. Ça veut dire qu'il va y avoir des enseignants-chercheurs, c'est comme une fonction, tu vois, c'est pas, entre guillemets, c'est pas des rigolos, non, comme tu l'as dit. C'est des gens très sérieux. Exactement, avec une vraie culture académique, avec des process. Là, il faut pas tergiverser. Oui. Quand bien même, t'en auras, ils diront, attends, on est master, DSCG, futur expert comptable, futur responsable des professionnels, des entreprises. On ne peut pas mettre n'importe qui ici. Donc ça veut dire que aussi, en fonction de l'appréciation de l'enseignant-chercheur, ça va conditionner aussi l'oral qui va suivre et la relation qu'on va avoir vis-à-vis de quelqu'un. J'imagine qu'il y a des jurys qui disent non mais attends, on n'y est pas là, le sujet il est pas conforme au mémoire. Alors ce qui fait qu'effectivement certains vont avoir un 5.1 et avoir une note éliminatoire à l'oral. Et on peut avoir eu un 5.2 avec plein de commentaires, genre on était au bout de sa vie, en disant « Waouh, j'ai fait tout ça, j'ai pris un 5.2, mais non », et avoir un 18. Très intéressant. L'agrément ne conditionne aucunement la note. Moi, j'ai eu un étudiant qui a eu un 5.1 l'année dernière, et il a eu 5 à l'oral. Et je pense qu'une des explications, c'est le manque de recul, le manque de distance et le manque de temps consacré. Le 5.1, il était vraiment tellement content, tranquille, ça va le faire. Quoi. Facile, j'ai pas mis beaucoup, c'est passé. Voilà ce que racontent les profs. Pouf. Finger in the nose pour la suite. Carrément. Et puis du coup, mémoire envoyée vite fait, des pages blanches, des oublis de pagination, pas de référence académique, pas de retranscription des entretiens. Waouh, ça a été net. En plus, quand on regarde les taux de réussite du jury du DSCG, cette épreuve, elle est bien réussie. Je crois que c'est la meilleure en fait, celle qui est la mieux réussie. En fait, c'est du pain béni. C'est carrément l'UE qu'il faut passer. Tout à l'heure, tu disais, est-ce que quand j'ai un autre master, est-ce que j'ai intérêt à passer cette UE ? Moi, je dis oui. Et parfois, forcément, il y a l'idée que il faut faire la 1 et la 4 dans tous les cas. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. La question, c'est est-ce que vous êtes sûr de valider les 2 ou en tout cas, grâce aux 2, avoir la moyenne ? Si vous êtes un peu trop juste, peut-être que ça vaut le coup de jouer son plan de mémoire. Ou alors, peut-être pas forcément la même année, mais je pense, d'ailleurs, c'est comme au DCG, l'UE 13, c'est l'UE qui peut refaire un candidat.
on peut ramasser beaucoup de points. On a cette année, il y a encore des étudiants qui ont eu 20 à cette UE, des 19, 16, 15. Donc on peut rattraper 5, 6, 7, voire 10 points. Et 10 points, ça rattrape largement une très mauvaise note à la 1 ou à la 4. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, l'épreuve juridique, c'est une certaine logique d'apprentissage, de méthodologie de réponse. L'UE compta audit, c'est de la grosse technique. Là, c'est vraiment de la grosse technique comptable. Il faut avoir un gros vernis comptable aussi pour pas se tromper, etc. Et puis le mémoire, c'est encore une autre logique. C'est une logique de communication, de rédaction. Et en fait, c'est vrai qu'on peut aussi parfois un peu identifier ses forces et de se dire, bah écoute, là je suis un peu plus fort qu'en compta audit. La conso, ça me rend fou, c'est fatigant, je comprends rien, c'est lourd pour moi. Bon, bah je vais pas non plus me tuer pour cette UE, mais je peux peut-être compenser avec une autre. Exactement. Cette UE-là, justement, elle peut permettre de compenser, de rattraper. Elle est vraiment intéressante. Et quand juste statistiquement, on prend le taux de réussite, voilà, c'est clairement celle qu'on valide quasiment systématiquement. Et vu que le taux est élevé, puisqu'on est, je ne sais plus, à plus de 70%, ça veut dire que les notes montent aussi. Donc, il faut y aller. C'est vraiment une UE sur laquelle il faut y aller pour cartonner. Ça veut dire que ça peut être un bon airbag au cas où on se crache sur une autre UE. Même si, naturellement, notre message à nous, c'est pas de dire... Non, mais après, en DSCG comme en DCG, il faut une stratégie. Clairement, c'est des questions de stratégie. Beaucoup d'étudiants, d'ailleurs, le voient. Par exemple, là, j'en ai un qui me dit « Oh, mais de toute façon, madame, moi, j'ai besoin de 6. Donc, je vais faire un mémoire pour avoir 6 ou 8. » Bon, ok. C'est vrai qu'il n'a besoin que de 6. Donc, ce qu'il faut, c'est pas se planter, donc pas être éliminé, c'est tout. En suivant suffisamment les codes, ça va marcher. Et donc, c'est une question de calcul. Et beaucoup de candidats calculent combien il leur faut. Surtout quand ils arrivent sur la 2e année, ils calculent combien il leur faut. Et ils vont pondérer leurs efforts en fonction de ça. Mais clairement, quand on voit les taux de réussite à la 1, enfin surtout à la 4, je dirais, à l'UE de finance aussi, qui est quand même dur, sauf cette année où le taux était élevé, mais les taux sont quand même bas, ça veut dire qu'on perd beaucoup de points en fait sur la 1 et ou la 4 et sur la 2. L'UE 3, elle est réussie, mais c'est quand même pas du 50%, donc ça veut dire qu'on n'a quand même pas facilement la moyenne à cette UE 3. Les seuls sur lesquels on peut vraiment ramasser des points, c'est le mémoire, c'est le meilleur, c'est l'anglais, et c'est MSI. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment investir et savoir où on investit. On investit dans ce qui est rentable et la rentabilité chez nous, c'est le taux de réussite à l'épreuve. Et comme on est des geeks des chiffres, on regarde la rentabilité. Carrément. Il faut. Très clair. Je trouve ça intéressant de se dire on n'attend pas la validation, même si ça peut paraître un peu risqué. Jamais. Mais c'est vrai que si le mec ou la fille t'envoie ça début juin, alors que toi... au mois de mai, tu étais tranquille, tu vois, la période fiscale, elle est terminée. Et le problème, c'est qu'en faisant une pause, le cerveau fait sa pause aussi. Ah ouais. Et comme on ne mobilise plus le travail de recherche, de lecture, on oublie aussi pourquoi, parfois, on a écrit telle chose, on a eu telle idée. La cohérence se perd. Alors qu'en fait, il faut continuer à maintenir ce travail de lecture, d'analyse, de synthèse, de combinaison des arguments. Et il faut tout de suite aussi faire ces guides d'entretien ou ces questionnaires pour les administrer. Parce qu'on a besoin aussi de prendre contact avec des professionnels sur le terrain, de leur prendre du temps, de les convaincre de répondre à nos questionnaires et ou à nos guides d'entretien. Donc, il faut les concevoir. On n'a pas le temps. Parce qu'il faut qu'ils nous répondent avant qu'ils partent en vacances. Et en gros, ils vont partir en vacances en juillet. Donc, il faut qu'on ait toutes nos données, et théoriques, mais surtout et empiriques, en gros, fin juin, on va dire mi-juillet, parce qu'après, les gens sont en vacances, en gros, à peu près. D'ailleurs, c'est très important. Ça, j'attire aussi l'attention sur les étudiants, sur le fait qu'ils vont devoir mobiliser du temps à d'autres personnes. Moi, je reçois très, très, très souvent des demandes pour remplir, partager, ce genre de trucs et tout. Là, j'ai un vrai conseil à vous donner, mes chers amis. Quand vous faites une demande, s'il vous plaît, pensez que la personne n'a jamais de temps. Pensez que la personne, vous ne comptez pas pour elle, que vous êtes un devoir supplémentaire sur sa tâche à réaliser chaque jour. Apportez-lui de la valeur. Quand vous demandez du temps à quelqu'un, soit c'est une personne qui a vraiment envie de vous aider, quoi qu'il arrive, elle le fera sans aucun problème. Mais de manière générale, il faut, à mon sens, et ça c'est ce que je conseille de temps en temps, si vous prenez du temps à quelqu'un sur un sujet, au moins, dites-lui que si la personne elle a pris du temps, vous allez lui transmettre les résultats de votre étude. Parce qu'au moins que la personne elle puisse aussi en apprendre quelque chose de ce travail qui émane. Parce que c'est pas toujours évident d'avoir une réponse de la part de quelqu'un. Ouais, et c'est d'ailleurs ce que disait un de mes étudiants, Mazir. Il disait on doit apporter quelque chose. Notre travail doit être de qualité parce qu'il doit apporter, on fait quelque chose quand même pour la profession.
Exactement. Et donc, il faut le dire. Par rapport au temps, je pense qu'il est important, notamment quand on va envoyer, on va solliciter donc du temps aux personnes qu'on veut interroger, il faut leur indiquer combien de temps on va leur prendre. Ouais, c'est clair. Combien de temps ça va représenter pour qu'ils puissent le planifier. Exactement. S'il te plaît, est-ce que voilà, j'ai mon mémoire à remplir Voilà, si et- j'envoie un questionnaire, c'est combien ça prendra 3 minutes. Et ça veut dire que quand on le conçoit, alors pour un guide d'entretien, ça ne peut pas prendre 5 minutes, c'est sûr, parce que c'est quelque chose de quali. Mais sur un questionnaire, voilà, il faut cocher des cases, etc. Et il faut que ça prenne, on va dire, 10 minutes. Il faut que ça... Si c'est plus long, de toute façon, les personnes n'iront pas au bout. Le fait qu'il y a d'autres personnes qui interviennent sur notre mémoire, on doit s'y prendre suffisamment de Oui. temps à l'avance, parce que là, on n'a pas le pouvoir dessus. Et comme Non. on n'a pas le pouvoir, eh ben, c'est compliqué. Et donc, quand on est étudiant, souvent, on va pas harceler les gens. Au fait, mon questionnaire, s'il te plaît. Alors, il ne faut pas harceler, mais il faut relancer. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que d'abord, il va falloir trouver les contacts intéressants. Quelles sont les personnes que je dois interroger? Sachant qu'il nous faut souvent de la diversité, de la variété. Sur un sujet, il peut y avoir, je ne sais pas, un spécialiste en informatique, en data, un juriste, un expert comptable. Donc, on peut avoir des profils différents. Il faut les trouver, ces profils, parce qu'il nous en faut plusieurs. Donc, il va falloir aller les chercher. Alors, les chercher sur LinkedIn, dans son réseau, chez ses potes, au boulot, chez les clients, enfin, j'en sais rien, ou chez les fournisseurs. En tout cas, il faut les chercher. Et ensuite, il faut les solliciter. Il faut garder toutes les traces des sollicitations pour montrer que justement on a cherché à avoir cette base de répondants. Et ensuite, il va falloir penser à étoffer, mais aussi à relancer. Il y a des personnes qui vont vous dire oui, il faut penser aussi à confirmer les rendez-vous. Est-ce qu'on est toujours OK, telle date, etc. Et là, la personne me dit ah ben non, mais désolé, non mais j'ai complètement oublié, je l'ai pas noté, pour pouvoir reprogrammer, pour qu'il ne soit pas trop tard. Et si jamais, justement, la personne qui dit oui nous dit non après, eh bien, on l'intègre quand même dans les efforts. On avait une réponse, mais la personne s'est désistée pour telle ou telle raison. Voilà, donc ce qui explique que ma base de répondants n'est pas celle que j'aurais voulu avoir. Et il y a autre chose qu'on doit faire aussi, auquel il faut penser, c'est que quand on interroge quelqu'un, ne pas hésiter à lui demander de nous donner un contact. Est-ce qu'elle ne connaît pas quelqu'un qui pourrait répondre aussi, qui serait concerné, qui aurait un autre regard, ou de manière à étoffer encore plus. Et on la contactera parce qu'on est recommandé par quelqu'un d'autre, qu'il y a davantage de chances qu'elle nous dise oui que si on l'avait contacté directement. Ça, c'est un bon conseil. Tu as raison. J'en profite aussi pour le fait de bloquer les rendez-vous. Ce que je recommande à tout le monde de faire, c'est utiliser un outil comme Google Agenda ou Calendly, où en mode, tu peux donner accès à ton agenda et la personne peut planifier un rendez-vous à l'intérieur de, je sais pas moi, 20 minutes par exemple. N'en faites pas trop, mettez même 15 minutes, ça dure 20 minutes, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que la personne, elle puisse non pas vous demander « Ah tiens, je suis dispo lundi à 15h, mardi à 18h, je sais pas quoi ». Mettez en ligne votre agenda et ça fait une monstrueuse différence parce que votre message, il est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin de dire la semaine prochaine, telle heure, telle date, etc. Ça évite les échanges de mails et de messages. La personne, elle prend, elle clique sur le lien, elle réserve son truc, elle reçoit une confirmation et même un rappel en plus. Et ça fait très pro. Et ça fait très pro. Et donc, comme ça fait pro, c'est très rassurant, ça donne davantage envie. C'est un message positif envoyé aux répondants, puis c'est aussi une marque de courtoisie et de respect. C'est tellement important, voilà, que je vous partage mon agenda, une partie de moi. Et sur cette épreuve, je pense que l'agenda, en tout cas le planning, la gestion du temps, c'est fondamental. Ce travail, c'est à peu près 200 heures de boulot, c'est énorme. Ouais, c'est clair. C'est énorme et donc il faut planifier. Il faut planifier. Sinon, ça sera la crise. À un moment donné, ça sera la crise du temps. D'ailleurs, c'est trop bien parce que je trouve que tout ça, ça mobilise des compétences, une appréhension du marché, du monde du travail qu'on va vraiment rencontrer. Si on bosse demain en cabinet, peut-être qu'on devra aussi faire ça avec des clients, tu vois, pour booker un rendez-vous de qualification du besoin, etc. Exactement. Et en fait, ça permet de projeter un peu plus loin et je trouve que c'est top. Enfin, là, vraiment, on est sur un travail d'un niveau, enfin, je pense, moi, que je considère comme un niveau élevé. Vraiment élevé et on sent qu'on sort du domaine scolaire habituel. Autant le rapport de stage de DCG, ça passe. Mais là, on sent qu'on est sur vraiment un autre level et qu'on rentre vraiment, je pense, dans la cour des grands. Certains vont faire des sujets, certains vont rencontrer des personnes qui ont un sacré level. Et du coup, on est confronté. Moi, l'année dernière, j'ai eu un étudiant qui a contacté des auteurs d'ouvrages, Soparno, par exemple. Et je me suis dit, waouh, il écrit des articles de recherche, c'est un auteur connu. Et il consacre du temps à mon étudiant. Il a été séduit par le contact, par le sujet. Il lui a consacré plus d'une demi-heure. Et je me suis dit, waouh, la classe, franchement la classe. Pour prendre du temps à des gens comme ça, il faut vraiment
que eux, quand ils vont lire sur les premiers mots, les premières phrases, ils sentent qu'il y a quelque chose de différent par rapport à ce qui existe. Et moi, je m'excuserai aussi je m'excuserai devant tout le monde pour tous les messages que je reçois et auxquels je ne peux pas répondre malheureusement. Mais quand quelqu'un a une accroche différente, eh ben, ça se remarque beaucoup. Et donc, il faut faire un effort. Tu vois, cette personnalisation, elle est utile à la fois pour convaincre quelqu'un, c'est utile pour le monde de demain, et puis c'est au top pour son mémoire. Quoi. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est aussi un des intérêts de l'épreuve, c'est de commencer c'est de commencer, pour certains ils ont déjà commencé, mais c'est se constituer un réseau. Et c'est toute l'importance de réfléchir à son réseau avant, en fait, beaucoup plus tôt. Quel contact je prends, avec qui je vais suivre, qui je vais demander en contact, qu'est-ce que je like, qu'est-ce que je partage, à quelle conférence je vais, enfin voilà, des choses comme ça, de manière à déjà être un peu connu. En tout cas, ce nom est apparu quelque part pour cette personne-là. Ouais, et du coup, ça crée de la crédibilité, c'est top. Et donc, par effet de résonance, si on a déjà vu peut-être ce nom et ce prénom un jour, du coup, ce sera plus facile pour nous d'accepter, ou en tout cas, il y aura un travail qui sera déjà dégrossi. Continuons sur cette partie. De quoi est composé le mémoire? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on doit faire? Combien de pages? Les pages. Ouais, tu vois, combien de pages police 14 ou police 11? Non, juste 12. Mais effectivement, ça, ce sont des questions récurrentes. Là aussi, dans le cours, il y a les explications, il y a la présentation. Alors, en fait, on a 2 parties dans ce mémoire. Il y a une partie de 4 pages maximum qui consiste à présenter l'entreprise ou les entreprises, si on va en présenter plusieurs, parce qu'on aurait fait plusieurs entreprises, par exemple, mais on n'est pas obligé. 4 pages maximum pour présenter l'entreprise, enfin l'organisation, c'est pas forcément une entreprise d'ailleurs, et les missions qu'on a effectuées, dont la mission qui donne naissance à notre sujet. Bon, du coup, ces 4 pages maximum, c'est pas là-dessus qu'on va gagner des points, mais on est valorisé. Il y a un item dans la grille d'évaluation, donc on la passe pas trop non plus. Et ensuite, le mémoire lui-même, c'est 50 pages maximum. Ce sont des maximums, mais on fait attention, on va au bout du maximum. Normalement, on n'a jamais de problème pour remplir 50 pages. Quand je dis ça aux étudiants, je dis « Oh, mais 50 pages, mais c'est énorme !» Non, 50 pages, ça va passer tellement vite parce qu'on écrit en police 12, interligne 1,5, marge à gauche, marge en haut, marge en bas, marge à droite, etc. Donc, en fait, des titres avec des espacements avant, après chaque titre, histoire d'aérer, de rendre un travail de qualité, des tailles de police plus grandes, bien sûr, pour les titres. Mine de rien, déjà, on n'a pas tout à fait vraiment 50 pages. Ensuite, on pense à intégrer des schémas, des tableaux, des synthèses. D'ailleurs, je voyais ce matin, il y avait un post d'un expert comptable qui forme donc au mémoire et qui rappelait l'importance justement de cette mise en forme, etc., du travail, de la présentation qui devait être faite. Eh bien oui, là aussi, et ça prend en fait, il faut penser à rajouter des tableaux, des figures, des schémas pour illustrer, pour synthétiser, et ça prend de la place. Donc on ne va pas vraiment avoir 50 pages. Ça va aller très très vite. Ouais, c'est clair. 50 pages, ça fait quoi maximum, j'imagine, je sais pas moi, 15, 20 000 mots, c'est pas ouf. Ça va très très vite. Ça va très très vite. En fait, au début, on se dit waouh, c'est énorme. Et en fait, au bout de quelques temps, c'est mais comment je vais synthétiser tout ce que j'ai lu? Il y a des candidats, moi je conseille à peu près, on va dire 15 références à peu près. On va dire, il faudrait au moins 15 références par sous-partie. Donc on est sur entre 45 60 références académiques. J'ai des candidats qui ont fait beaucoup plus déjà. Comment je synthétise tout ça, tous ces articles, parfois des ouvrages, en quelques lignes, quelques paragraphes? C'est extrêmement compliqué. On se dit, mais non, mais là, ça ne rentre pas. Alors bien sûr, on peut toujours un petit peu tricher. On passe de 12 à 11,5, de l'interligne 1,5 à 1,35. Voilà, on élargit les marges un petit peu, on enlève des 0,5 par-ci, par-là. Voilà, mais on ne peut pas non plus masquer, donc on ne peut pas non plus supprimer l'interligne de 1,5, par exemple. Donc il y a la partie présentation, le nombre maximum de pages avec les illustrations, sachant etc. qu'il ne faut pas oublier qu'on doit, et ça ne compte pas dans le nombre de pages, toutes les parties de forme, les remerciements, les notes de confidentialité, la notice, l'attestation de stage ou d'emploi, avec des mentions qui sont obligatoires. Et puis, il y en a bien sûr la partie bibliographie qui va prendre des pages, et puis les annexes. Donc, il y a tout ça qui ne rentre pas dans le nombre de pages, bien entendu. Donc, du coup, de quoi est composé après le mémoire? Donc, il y a la partie presse, ensuite. On a la partie mémoire avec une introduction conséquente. L'introduction, c'est vraiment l'épisode phare, c'est celui qui va nous donner envie. C'est le teasing, quoi. C'est le teasing, voilà, c'est lui qui pose tous les personnages. C'est un petit peu comme le premier épisode de la série, ou l'épisode pilote, où on a tous les personnages qui arrivent, paf, 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 ils sont posés, et ils nous donnent envie de quelque chose. Ils nous donnent envie, ils sont en train de... Voilà, on sent qu'il y a un truc qui est en train de se jouer, et on a envie d'aller voir l'épisode 2, et donc on va passer à la lecture de la partie 1, etc. Ça, c'est super, super important. Et cette introduction,
même si elle est au début, c'est ce qu'on fait à la fin. C'est une fois qu'on a tout rédigé, qu'on a fait toutes nos parties, nos sous-parties, etc., qu'on a tout fini, ok, comment maintenant j'annonce tout ça? Parce que comme on a tout intégré, qu'on a tout maîtrisé, qu'on est maître du sujet, voilà, on sait par quoi on commence, on sait ce qu'on amène, comment on les définit, comment on les connecte, comment on les rapproche, comment on les oppose, pour les mettre en tension. Il s'agit de créer de la tension, en fait. C'est un bon conseil, ça, parce que comme tu as tout rédigé, la clarté de la présentation de ton teasing, il est beaucoup plus fort. Oui. Au cinéma, on fait le teasing, la bande-annonce, Avec après avoir monté le film, quoi. Exactement. Donc, Et généralement, c'est les meilleurs moments. Voilà, c'est les moments trucs où on se dit oh, trop bien, j'ai trop envie. Alors que ce n'est qu'un morceau et c'est effectivement ces morceaux-là qu'on va jeter, entre guillemets, dans l'intro et qui vont donner envie parce qu'il faut donner envie. Il faut se rappeler qu'on est évalué par 2 membres du jury, donc un enseignant et un professionnel qui lisent pas mal de mémoires. Hein. Voilà, donc c'est 7 mémoires par jour. Alors si on est en demi-journée, ben, ça fait 4 ou 3. Mais on en fait sur plusieurs journées, donc ça fait beaucoup de lectures. Et donc, on a envie d'être un petit peu intéressé, un petit peu... Waouh, ça me donne envie. Parce que quand on se dit, ah ouais, non, pourquoi? Voilà, donc il faut nous donner envie. Il faut nous donner envie de lire. Il faut qu'on se dise, ah c'est intéressant. Tiens, je me demande bien ce que cette personne va faire avec cette histoire-là. Alors là, je serais bien curieuse de savoir comment elle a traité ça. Alors, il faut nous donner envie. Donc, il faut créer de la curiosité, il faut créer de la tension, il faut mettre quelque chose. C'est un vrai exercice d'empathie à avoir pour le candidat. Parce que c'est pas parce qu'on est jury qu'on a carrément envie de le faire. Des fois, on a la flemme. Et puis, on est des humains aussi. Des fois, on n'a juste pas envie, on a un problème. Et si on doit se taper un travail... pas ouf, bah du coup on va pas prendre du plaisir. Non. L'idée c'est comment on pourrait réenchanter la vie d'un jury le jour où il va passer quelque chose et si on pourrait lui apprendre quelque chose, ce serait vraiment cool quoi. Mais carrément, en plus c'est vraiment possible parce que y a que le candidat qui connaît vraiment son sujet. C'est lui qui connaît le sujet et qui le connaît parfaitement. Moi, je suis membre de jury, je reçois des mémoires de tout. Je peux avoir des mémoires sur les normes IFRS. Ok. Alors que j'enseigne pas du tout l'UE4, donc les normes IFRS et moi, ça fait plein de distance. Voilà, on n'est pas potes particulièrement. Et du coup, dans l'absolu, je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais pourquoi on fait ça? Alors qu'en fait, il y a une raison, il y a du sens, il y a des enjeux. Et c'est extrêmement intéressant, en fait. Mais il faut le rendre intéressant. Et si c'est pour m'expliquer comment fonctionne la norme IFRS, c'était pas trop la peine, c'était pas l'objet. Mais du coup, il y a des enjeux, quoi. Et c'est ça qu'il faut mettre en évidence. Et dans tous les sujets, il faut montrer qu'il y a des enjeux, qu'il y a vraiment un problème. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une problématique. Il y a donc une question qui mérite, qui existe et à laquelle on répond. Et donc, en fonction de la fiche d'agrément, avec le plan, eh bien, dans le mémoire, on doit respecter le plan. Si le plan a été validé, sans réserve, sans modification, on doit respecter son plan. Et après, on déroule. Sachant qu'un plan, c'est composé que chaque partie, chaque sous-partie, ce sont des concepts qui sont amenés, qu'on a choisis, qui sont les fameux 5 concepts qu'on avait au début et qu'on va combiner au fur et à mesure de notre plan pour les connecter. Et chaque chose est une partie de réponse à la problématique qu'on a posée. On finalise notre mémoire. On le fait lire à quelqu'un avant de l'envoyer ou pas? Ça serait top d'avoir quelqu'un qui veut bien se sacrifier pour lire toutes ces jolies pages qu'on a écrites. Voilà. Alors, c'est hyper important. D'ailleurs, beaucoup de candidats le disent en retour. Par exemple, Cyprien ou Carmen me l'ont dit. C'est hyper important d'être entouré par des personnes qualifiées. Alors, qualifiées au sens... parce qu'elles peuvent être expertes dans le domaine, parce qu'elles peuvent s'y connaître en mémoire, parce qu'elles peuvent avoir du temps à consacrer à une lecture, mais ça peut être qualifié aussi en orthographe, syntaxe et tout ça, ça peut être ça aussi qualifié. Mais en tout cas, d'avoir des personnes qui sont là pour relire ou écouter aussi quand il faudra préparer l'oral. Voilà. Mais après, il faut quelqu'un qui veuille bien lire 50 pages, parce qu'après, il y a aussi toutes les annexes, et par exemple, il y a toutes les retranscriptions des entretiens. Et je sais que j'ai des collègues en jury qui relisent toutes les retranscriptions. Donc ce travail est vraiment regardé, donc c'est pour ça qu'il faut y être vigilant et il faut y accorder beaucoup de soins. On envoie notre mémoire. Comment on se prépare maintenant? Parce que le jour J, ça dure combien de temps l'épreuve? De quoi est composée l'épreuve? Comment on est évalué? Alors, l'oral, c'est en 2 temps. D'ailleurs, cet oral qui se fait en 2 temps vaut autant de points que tout l'écrit. Ce qui fait que l'écrit, vous allez passer 200 heures pour 10 points. Et en 60 minutes maximum, 10 autres points. Ce qui fait que la valeur de la minute est énorme sur cette deuxième partie, c'est gigantesque. C'est presque, je trouve, personnellement, je trouve presque que la partie écrite est sous-valorisée par rapport à ce qui va se passer en juste 60 minutes maximum. Donc cet oral, c'est 20 minutes d'abord d'exposé,
Donc le candidat a 20 minutes maximum pour présenter son travail. Et ensuite, il y aura 40 minutes maximum d'entretien avec le jury. D'où le 60 minutes maximum pour avoir 10 points. Pendant ces 20 minutes, le jury a-t-il le droit de... On n'interrompt pas le candidat. Même s'il raconte n'importe quoi, même s'il nous parle de sa séance de cinéma de la veille, ok, c'est parti pour 20 minutes. On n'interrompt pas, c'est une consigne formelle, ne pas interrompre le candidat pendant ces 20 minutes. Même si c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, c'est pas structuré, c'est pas intéressant, tant pis. Et on ne doit pas montrer un signe de désintérêt ni rien. On doit au contraire toujours manifester normalement une écoute active et de l'empathie, même s'il se passe un désastre absolu. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à des candidats pour aborder cette première étape? Préparer. C'est pas de l'impro. Et c'est pas du genre, ouais, de toute façon, moi, j'ai pas de problème pour parler, pour m'exprimer. De toute façon, je vais te les emballer, les jurys, ils vont rien voir, je vais les enfumer. Non, t'enfumeras personne. On a une grille d'évaluation avec des items à cocher et donc on écoute de manière à mettre des croix dans des cases. Donc on attend un travail structuré. Donc il faut préparer son oral avec un exposé structuré. Ça veut dire encore des parties, encore des sous-parties, encore des annonces et des phrases de transition. La même chose que l'exigence écrite, on la transpose à l'oral. Ça ne veut pas dire, j'ai pas dit qu'on devait faire le même plan. J'ai dit qu'on doit faire un travail structuré sans reproduire le plan qu'on a adopté. Parce qu'en fait, en 20 minutes, on n'a pas le temps de rappeler tous les 50 pages. Donc, il faut qu'on fasse des choix. Il faut faire des choix de contenu, que ce soit de la revue de littérature, des hypothèses, des études, des entretiens, des préconisations. Il faut faire des choix. Des choix intelligents, des choix pertinents, des choix les plus, j'ai envie de dire, les plus sexy, les plus valorisants, les plus originaux. Il faut les mettre en avant, mais pas dans le désordre, de manière organisée. Est-ce que c'est un Reddit de ce qu'on a écrit? Est-ce que c'est un résumé? Est-ce que c'est un angle d'attaque différent? Comment on doit structurer, justement, j'ai bien compris ce modèle pour que aussi le jury puisse comprendre à quelle étape on est, comment on transite et tout. Je pense que la majorité des candidats partent de leur vécu, la fameuse expérience professionnelle, qui permet d'amener jusqu'au sujet et d'expliquer toutes les questions qu'on a pu faire graviter autour de ce sujet. Le pourquoi, le comment, le machin. Voilà, je me suis posé plein de questions. Et en fait, l'enchaînement de ces questions m'a amené à tel concept, tac, celui-là, tac, tac, tac. Et donc, je tombe sur ma problématique. Attends, parce que là, c'est trop fort. Parce que là, en fait, il faut vraiment faire du storytelling, quoi. Oui. Raconter l'histoire. Oui. Parce que, en fait, nous, les humains, quand c'est A plus B, c'est chiant, quoi. Mais si tu me transportes dans une histoire, voilà. Là, tu vas me capter, voilà, quoi. Exactement. Et par exemple, il y a des choses qu'on peut peut-être exploiter qu'on n'a pas mis dans son mémoire. Par exemple, de l'actualité professionnelle, de l'actualité récente, du LinkedIn, un espèce de fait divers. Par exemple, l'année dernière, j'avais un étudiant qui avait fait son mémoire sur les influenceurs. Donc, les influenceurs, est-ce que c'était une clientèle intéressante pour les cabinets d'expertise comptable et est-ce que ça pouvait favoriser leur notoriété et est-ce qu'on pouvait faire tirer quelque chose de l'expérience client? C'était un mémoire qu'avait fait William Wiesel et on avait travaillé. Et donc, la question s'était posée. Et on avait pile dans l'actualité des procès entre des influenceurs et des professionnels avec lesquels il travaillait. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une réglementation. Il a pu intégrer cette actualité, entre guillemets, que j'appelle fait divers à l'origine, et puis les évolutions sur la partie réglementaire, et puis qui amenait à dire, est-ce que j'ai vraiment intérêt d'avoir un client comme ça, avec les risques juridiques qui sont derrière, les risques réputationnels? Et donc, ça venait rajouter un petit peu du piment sur un sujet qui, en fait, était un sujet traité de manière aussi très, très théorique. C'est vrai qu'il y avait un truc avec Booba, je crois. Exactement. C'est Booba qui avait... Et c'était parfait. Alors, d'ailleurs, on le remercie. On le remercie infiniment d'être synchronisé avec le jour du passage de William à l'UE7 de DSCG. C'était parfait. Merci Booba. Non, vraiment, c'était excellent. C'était excellent et une super synchro. Et quand Cyriane avait fait son mémoire sur le burn-out, juste sur un post LinkedIn, il y avait une manager qui avait fait un post en expliquant elle se sentait responsable et coupable des situations de burn-out de ses collaborateurs, qu'elle ne s'était pas rendue compte avec son management, qu'elle avait conduit certainement ses collaborateurs à cet épuisement professionnel. Et là, c'était aussi parfait parce que c'était de l'actualité, c'était pas quelque chose de scientifique, mais c'était quelque chose qui venait justifier encore plus l'intérêt du sujet et les questions qu'on pouvait se poser autour du sujet. Ce qui veut dire que même quand on a fini, on continue sa veille, alors documentaire au sens revue de littérature, mais sa veille, actualité au sens général, on regarde ce qui passe sur LinkedIn ou dans la presse, partout,
parce qu'en fait, ça sera des occasions de donner un petit regard, quelque chose de plus actuel, de plus contemporain, de plus aussi léger sur le sujet que juste la revue de littérature. Et par exemple, moi, je déconseille de reprendre toute sa revue de littérature, c'est-à-dire juste prendre des auteurs clés. Pourquoi on prend ceux-là? Parce que ceux-là, ils ont été, waouh, hyper impressionnants, ils m'ont appris telle et telle chose, ils ont mis en évidence tel élément. Et donc, il faut faire des choix qui sont judicieux et qui ont conduit le candidat à poser des propositions de recherche ou des hypothèses de recherche. Toi, c'est quoi les pires expériences que tu as vécues lors d'un oral? Lors d'un oral, il y a 2 pires expériences. L'expérience d'un candidat qui est arrivé avec la volonté de faire une bonne impression, donc avec une belle tenue et puis une belle coiffure, qui a été son pire ennemi pendant tout l'oral, parce qu'il a passé tout son oral à être ennuyé par ses cheveux. Et c'était terriblement drôle, terriblement agaçant aussi, de le voir se toucher les cheveux et enlever ses cheveux en arrière, comme ça, parce qu'il avait fait un brushing, alors qu'en fait, il n'en faisait jamais, j'imagine. Et il a été embarrassé avec son propre corps pendant tout l'oral. Ce qui était dramatique pour lui, c'est que le sujet qu'il utilisait, en fait, c'était pas un beau travail. C'était un travail qui n'avait pas été actualisé, c'était un travail certainement de mauvaise qualité. La réglementation récente, c'était sur de l'audit légal. La réglementation récente n'était pas intégrée, récente pas au sens de celle qui venait du jour J, celle qui était de l'année. Elle n'avait pas été utilisée et les NEP n'étaient pas les bonnes NEP. C'était plutôt une catastrophe sur le fond et malheureusement sur la forme. Et une autre mauvaise expérience, c'est le candidat qui va m'expliquer que le mémoire, c'est beaucoup d'heures de travail. Et que c'est pour cette raison que oui, la revue de littérature est ancienne, que oui, les préconisations ne sont pas ouf. Bah oui, mais ça on le sait tous, que le mémoire c'est beaucoup de travail, c'est pour ça, et on insiste, qu'on anticipe, qu'on planifie, et que venir en pleurant au jury, c'est pas forcément un bon plan. Ah ouais, non, faut pas chercher, faut pas imaginer que le jury va nous sauver à ce moment-là en faisant la victime, quoi. Ça va pas marcher. Surtout que moi, c'est vrai que ça m'est arrivé l'année dernière, ça, la candidate qui pleure en m'expliquant que je suis trop dure avec elle dans les questions que je pose. Je ne me rends pas compte à quel point c'est du travail. Bien si, je m'en rends super bien compte puisque j'ai beaucoup d'étudiants auprès desquels j'insiste pour leur dire mais on y va, mais non, on n'attend pas, on bosse. Est-ce que vous avez fait vos guides? Est-ce que vous avez pris vos rendez-vous? Où est-ce que vous en êtes? Parce que c'est hyper important, sinon effectivement, on n'a jamais assez de temps et donc on est à la bourre. Et donc du coup, par exemple, cette étudiante, son mémoire, il était truffé de fautes d'orthographe. Elle est arrivée avec une page entière de fautes d'orthographe en me disant voilà, ça c'est mon errata de toutes les fautes d'orthographe. Ah oui, il y en a quand même un recto verso, c'est un petit peu beaucoup quand même, par exemple. Ouais. Sachant qu'on a un item dans la grille sur l'orthographe et la syntaxe, donc c'est quand même un petit peu ennuyeux. Donc il faut faire attention à ça. Carrément. Et le jury travaille, donc du coup on ne peut pas non plus lui envoyer n'importe quoi. Les plus belles expériences que tu as vécues, là tu dis waouh, là c'est ça, ou alors le plus beau mémoire, la plus belle présentation, qu'est-ce que tu as vu en fait? J'ai vu des personnes qui maîtrisaient tellement le sujet, c'était grave, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir poser comme question à quelqu'un qui sait tout ça 1000 fois mieux que moi? Et ça, il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, ce sujet, c'est le sujet que le candidat choisit, c'est le sien. Il va le bosser à fond. Moi, il y a des chances que je ne l'ai jamais bossé. Et même quand je l'aurais bossé, même en tant qu'enseignante, je ne vais jamais aussi loin que vont les candidats. Jamais. Et là, je me dis, waouh, là, il y a du level. Là, ouais, ça, c'est intéressant. Ou lorsqu'on est, par exemple, sur une étude de cas où la personne parle de la transposition qui est faite de son sujet ou de son idée dans l'organisation, comment c'est mis en place. Et là, je me dis, waouh, chapeau. Les 40 minutes restantes, ça sert à quoi? Ça sert à poser des questions. Alors, du coup, les questions, elles ressemblent à quoi? Vous allez chercher quoi? Vous creusez quoi? On va tout chercher. On va tout chercher, par exemple, alors chercher les choses faciles. Les problèmes de bibliographie, les problèmes de mise en forme en fait. Les candidats sont évalués sur la mise en forme de tout, du plan, de la pagination, la présence d'un sommaire, d'une table des matières, etc. et de la bibliographie. Et il y a toujours un d'entre nous, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a toujours un, si je ne le fais pas, je suis sûre que mon collègue l'aura fait, et inversement, qui aura été regarder la bibliographie et vérifier si elle était aux normes. Il y a des trucs, c'est des trucs un petit peu de foufou, mais c'est de dire que ça doit commencer à 2,54 à droite et qu'ensuite il y a une indentation à 1,27, des trucs, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est comme ça et il faut que ce soit présenté comme ça, avec des trucs qui sont parfois en italique, parfois pas en italique. Toutes ces règles-là, il faut qu'elles soient respectées, ça fait partie de ce qui est attendu par l'exercice. Ce qui est fou, c'est que c'est un point de détail. Tu vois, en vrai, dans le monde professionnel, on s'en fout, mais là, on est vraiment sur des points cadeaux. Dans ce monde-là, on s'en fout pas. C'est clair. C'est un code, une convention professionnelle d'universitaire. Et on fait un mémoire qui est visé par des universitaires.
Et donc, il faut respecter, en fait. Oui, il faut respecter la codification, les codes des personnes auxquelles on s'adresse. Et ça, c'est très important. Et c'est bien de le rappeler parce que si on se fait rétorquer là-dessus, parce qu'on imagine dans notre tête que c'est un détail, Oui. bah non. Parce que, en fait, en réalité, si on respecte, bah déjà, on n'est pas pénalisé dessus. Voilà. Et en fait, c'est des points cadeaux, quoi. Enfin, Exactement. C'est un cadeau, là. C'est carrément. Et on évite cette petite question désagréable, c'est comme la question sur la faute d'orthographe. Hein. Dites donc que vous faites beaucoup de fautes d'orthographe. Comment ça se fait? Et c'est super désagréable. Bah de ouf. On a écrit 50 pages, machin. Pourquoi tu viens m'interroger sur une faute d'orthographe? Si on veut pas être interrogé sur ces fautes d'orthographe, qu'on sait qu'on n'est pas bon en orthographe ou en grammaire, on prend quelqu'un qui vient vérifier tout ça. Mais sinon, c'est pratiquement sûr. Les correcteurs le voient tout de suite. Il y a un outil qui s'appelle Merci App que moi j'utilise aussi. Il y a quand même des petits problèmes, mais en tout cas, ils peuvent vachement aider et même améliorer même l'orthographe, quoi. Oui, ça c'est important. Et quand on le sait, quand on a cette fragilité-là, on essaie de la compenser d'une manière ou d'une autre. Parce que cette question, elle est hyper embarrassante et elle est tellement facile. Et forcément, quand on fait ce reproche-là à quelqu'un, moi j'ai même vu une fois un collègue dire il y a une faute d'orthographe, page temps. Une faute d'orthographe, page temps. Waouh! Et vous avez travaillé, le candidat, il a travaillé 200 heures pour qu'on lui dise qu'il y a une faute d'orthographe, la page temps. Mais non, je voudrais qu'on retienne autre chose de moi. Donc c'est extrêmement désagréable. Et en même temps, il ne fallait pas laisser traîner la faute. Donc on fait attention à ça parce qu'on s'expose, en fait. Donc on fait attention. Ensuite, on peut être interrogé sur tout. Sur ce qu'on a mis, la référence qu'on a choisie, pourquoi celle-ci, pourquoi pas une autre, sur la formulation d'une hypothèse, pourquoi est-ce qu'on l'a formulée comme ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à faire ça. Et vous avez choisi d'interroger des experts comptables, mais pourquoi du coup par exemple que de grands cabinets? Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas intéressé aux experts comptables de petits cabinets? Quels sont vos critères de choix? Donc on peut être interrogé sur tout. Vous avez posé telle question, mais je ne comprends pas pourquoi elle est là, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas là, pourquoi vous n'avez pas interrogé sur telle chose. Je reprends l'histoire de l'orthographe, ça peut déstabiliser, mais des fois tu peux avoir des questions comme ça. Mais pourquoi vous avez pris que des grands cabinets et pas des petits? Peut-être que dans l'approche, on pourrait dire attends, on a été discriminant dans notre choix, mais en fait, il faut peut-être pas le voir comme ça. Il faut juste peut-être assumer aussi parfois son choix. Mais si c'est son choix, il faut le faire dès le départ. C'est-à-dire que quand on a posé sa problématique, on l'a écrit dans les grands cabinets. Ou dans les cabinets. Si on met dans les cabinets, du coup, il va falloir faire attention à avoir des personnes qui représentent les grands, les moyens, les petits, tout le monde. Impérativement, ceux qui sont dans des réseaux, de ceux qui ne sont pas dans des réseaux, pour pouvoir justement vérifier que la question qu'on pose, elle est peut-être différente suivant qu'il y a une taille ou qu'on fasse partie d'un réseau ou pas. C'est extrêmement important. Donc c'est pour ça que dans la problématique, il faut qu'on soit précis. Chez qui on la pose, auprès de qui on la pose. On arrive déjà à la fin de cet épisode, Céline. Là, déjà on était déjà franchement sur une big masterclass, c'était trop bien, trop ouf. Est-ce que tu aurais, je sais pas moi, un ou deux conseils, ou genre quelque chose de phare quand même à partager sur la clôture de cet épisode? Ou en tout cas sur tout ce que tu as pu voir depuis tant d'années sur la préparation de cette UE, la réalisation, la production? Je dirais que l'essentiel, c'est l'envie. Ce sujet, il doit vous parler. C'est un sujet que vous aimez, que vous avez envie de traiter et que vous avez envie de partager. Ça va être un sujet passion. C'est ce qui vous intéresse. Alors, ça serait encore mieux si ça vous passionnait. Mais c'est pas toujours évident d'être passionné. Mais en tout cas, c'est votre sujet. Il faut que ce soit votre sujet. C'est vous qui le trouvez. Alors bien sûr, on peut se faire aider pour trouver, mais il faut que ce soit votre sujet. Il faut qu'il vous parle, il faut qu'il ait du sens pour vous et pour la profession. Il faut qu'il y ait une transposition, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine de la RH, de la compta, des outils, je ne sais pas quoi. Mais il faut que ce soit ça. Je pense que c'est l'essentiel, je pense qu'on fait bien ce qu'on aime. Merci beaucoup Céline pour Avec plaisir. Ce partage. Si les gens veulent te retrouver, ils peuvent aller directement sur ton profil LinkedIn. Avec plaisir, je vous attends. Active dessus, donc on mettra tout ça en barre d'infos de cet épisode. Céline Mansancal, et aussi on a le plaisir de t'avoir sur la plateforme en ligne les geeks des chiffres pour aider les étudiants à préparer et cartonner cette UE de DSCG UE7 mémoire. Merci Céline. Merci et bonne chance à tous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et naturellement, si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Balancez des likes un peu partout. Abonnez-vous sur YouTube et sur le podcast. Ça nous donnera beaucoup de force pour la suite. Sur ce, on vous souhaite le meilleur pour votre vie et votre UE de DSCG. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!